Hello à tous, dans cet épisode The Good Change, on va parler formation pour devenir boulanger. J'ai rencontré Thomas qui a fondé l'École internationale de boulangerie, une école qui est leader sur la formation dans la filière bio et la maîtrise des levains naturels. Depuis 15 ans, il forme des apprentis en reconversion qui veulent s'engager pour une meilleure alimentation. Moi c'est Anthony, je suis directeur artistique et motion designer à Paris. J'ai toujours été attiré par les projets audacieux, atypiques et créatifs. Avec le podcast The Good Change, j'explore les initiatives positives pour un monde plus beau, plus sain et plus authentique. Allez, c'est parti. Bonjour Thomas. Bonjour Anthony. Écoute, j'ai le plaisir de t'accueillir dans le podcast. En fait, tu as créé l'École internationale de boulangerie. On va en parler longuement aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je suis Thomas Teffry-Chambellan. J'ai 45 ans. J'habite dans le sud de la France, en Provence. Et après un parcours de biologiste, j'étais enseignant à l'éducation nationale. Il y a une vingtaine d'années, j'ai fait une reconversion vers le domaine de la boulangerie. Et depuis les années 2000, donc, je travaille en boulangerie avec différentes activités dont on va parler aujourd'hui. Yes. Et alors, pour entrer dans le vif du sujet, comment ça s'est opéré pour toi ce changement? Ça s'est fait en douceur? Ça a été assez radical? Qu'est-ce qui t'a emmené à aller dans l'univers de la boulangerie, justement? Alors, ça s'est fait assez rapidement. Disons que j'ai été enseignant pendant quelques années. J'ai senti assez rapidement que j'allais pas m'épanouir très longtemps dans ce milieu professionnel. Et du coup, j'ai écouté un peu mes passions. Et à l'époque, comme beaucoup de gens aujourd'hui, en fait, je faisais du pain, je faisais du pain à la maison. C'était un domaine qui me plaisait. Et je me suis lancé. Bon, c'était une époque où j'avais pas d'enfants, finalement assez peu de contraintes. J'étais en couple, donc on était un couple assez jeune avec pas grand chose finalement qui nous contraignait. Et donc j'ai décidé de suivre mes passions, mais avec une situation assez légère finalement. Et sur mes dernières années d'enseignement, j'ai passé un CAP de boulangerie en candidat libre, ce qui m'a permis de demander une disponibilité en fait en tant qu'enseignant et de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, je ne connaissais absolument rien à l'entreprise à ce moment-là et pas grand-chose au pain, du coup, puisque j'avais passé un CAP en candidat libre dans ma cuisine, quoi, voilà. Yes, ok, génial. Et donc, du coup, tu as fait ton expérience et tu as monté ton école rapidement ou ça s'est fait vraiment au bout de Alors, quelques années? ça s'est fait en quelques années. Disons que j'ai commencé par monter une boulangerie, qui était la boulangerie La Paline, à Sisteron. Je faisais de la vente ambulante, donc un peu dans la région jusqu'à Marseille. Et j'ai eu cette activité en gros de 2001 à 2009. Et en 2005, j'ai monté l'école. Donc l'école s'est montée un petit peu plus tardivement grâce à la sollicitation en fait de gens qui me voyaient travailler, qui me voyaient finalement opérer ma reconversion professionnelle depuis quelques années. Et je pense que ce parcours a été inspirant pour certaines personnes. Et donc il y a des gens qui voulaient passer au fournil, voir comment ça se passait, qui voulaient travailler avec moi un petit peu. Donc j'ai fait de l'accueil informel pendant un certain temps, puis j'ai vite compris que c'était assez difficile finalement à gérer en parallèle de la production, en tout cas pendant la production. Du coup, j'ai monté une structure dédiée qui était l'embryon de ce qui est devenu l'École internationale de boulangerie aujourd'hui. Donc le centre de formation est né en 2005-2006. Ouais, voilà. Ok. Et alors pour la petite histoire en fait, donc je t'ai connu, j'ai découvert l'école grâce à Pierre Alix en fait que j'ai accompagné, que j'ai interviewé. Et en fait, il m'a parlé de l'école que tu avais montée et j'ai trouvé ça génial. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette école qui a cette dimension internationale, elle a le contraste aussi d'être implantée en local dans je crois que c'est un village, hein, c'est Noyant-sur-Jabron, c'est ça? C'est ça, c'est un hameau plus qu'un village. Disons que Ah ouais. on est un hameau isolé d'un petit village de 400 personnes et sur le hameau, il y a moins d'une dizaine de personnes qui habitent, dont ma femme et mes 3 enfants. Donc on est déjà 5 et il y a quelques habitants en plus. Donc c'est vrai que c'est un endroit, l'école est implantée aujourd'hui dans un endroit assez isolé. Elle l'a pas toujours été, c'est-à-dire que en 2005-2006, on était à Sisteron, donc c'est une petite ville de Provence. Ensuite, l'école a migré sur Aix-en-Provence pendant 1 an ou 2, avant de monter du coup le bâtiment actuel de l'école, qui est effectivement dans un endroit très beau et très isolé,
qui a aussi l'avantage pour moi d'être à 100 mètres de chez moi. Donc, je vais travailler à pied, c'est devant chez moi. Et après, pour comprendre le contexte aussi, c'est vrai qu'on accueille à l'école aujourd'hui environ 45 adultes en reconversion qui sont tous porteurs de projets, qui ont des projets en France ou à l'international, qui sont d'ailleurs des Français ou des gens qui arrivent de l'international. Et ces gens sont en formation de manière très immersive, en fait, pendant plusieurs mois. Et finalement, que l'école soit ici à Noyer-sur-Jabron ou qu'elle soit à Paris ou à Bordeaux, ça change pas grand-chose. De toute manière, les gens sont en déplacement. Et tant qu'à faire, ils sont ici dans un cadre très beau qui est assez propice finalement à ce contexte très immersif, quoi. Voilà, ils sont vraiment dans une bulle de boulangerie pendant plusieurs mois. Ouais, le cadre a l'air exceptionnel et c'est vrai que ça met en condition aussi ces gens-là. Et alors du coup, d'où est venue cette idée en fait? Il y avait un manque au niveau de transmettre du savoir dans l'univers de la boulangerie ou la manière dont toi tu voulais le faire en fait Alors, je reviendrai juste un peu sur le début de mon parcours. C'est vrai que professionnellement, j'étais formé à la biologie et à l'enseignement. J'ai été enseignant pendant quelques années. J'ai quitté l'éducation nationale, pas parce que je n'aimais pas l'enseignement, plutôt parce que le contexte d'enseignement me plaisait pas trop. C'est-à-dire, c'est un enseignement de masse, c'est un enseignement qui a assez peu de moyens finalement et qui enseigne ouais, dans un contexte assez difficile. Donc, bon, chapeau pour les gens qui restent et qui se dévouent à ça. Disons que l'opportunité que j'ai eue suite à des sollicitations de gens qui me demandaient de les former en boulangerie, c'était justement de pouvoir renouer avec l'enseignement, mais dans un contexte complètement différent, c'est-à-dire pour des adultes motivés, avec un but extrêmement concret derrière, qui était le fait de monter des boulangeries pour ces gens-là, et avec des moyens qui sont assez exceptionnels, puisqu'aujourd'hui, on accueille des groupes de 11 personnes. Il y a 3 formateurs, plus moi qui les accompagne, donc on est 4 accompagnants pour 11 stagiaires. Donc, on travaille dans des conditions en fait assez exceptionnelles d'enseignement, ce qui donne aussi des résultats, des bons résultats, on va dire, en termes de création d'entreprise, de création de projets. Donc voilà, l'idée de l'école, c'est ça, c'était des sollicitations, puis c'était renouer avec quelque chose qui me plaît beaucoup finalement, qui est l'enseignement. Après, il se trouve que c'est une entreprise qui fonctionne aussi parce qu'il y avait un manque. Donc, tu identifies un manque sur la filière. En tout cas, tu poses la question. C'est vrai qu'on est en France, dans un pays qui est un pays identifié comme un des berceaux du pain. Alors, il y en a plein des berceaux du pain, mais on en est un parmi d'autres. Mais tout l'enseignement en France sur le pain se fait autour des fermentations à la levure. Et le pain en levain n'est pas enseigné, la filière biologique n'est pas enseignée. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un centre de formation qui est unique. Et depuis 2012, donc j'ai fait reconnaître le métier de boulanger au levain et de boulanger bio auprès de l'État. Donc, on a un diplôme qui est spécifique et qui est en fait une reconnaissance du fait que le métier qu'on pratique n'est pas exactement le même métier que les boulangers conventionnels. Voilà, donc c'est un parcours qui est assez long entre la naissance de l'école en 2005-2006, la reconnaissance par l'État du fait qu'effectivement c'est une profession spécifique et que l'État nous donne la charge à ce moment-là de pouvoir délivrer des titres qui ont valeur au niveau national. Donc voilà, il s'est passé quelques années et puis voilà, donc 15 ans plus tard, il y a une reconnaissance de l'école, un peu une reconnaissance de ce travail-là, quoi. Ouais, c'est génial de voir finalement un peu comment tout ça, ça s'est enchaîné. Moi, j'étais surpris en fait par la formation et la durée. En fait, c'est quand même relativement court, donc j'imagine que ça doit être assez intense. Je crois qu'il y a une partie pratique sur enfin, tout l'univers du pain, théorique pratique, et puis il y a la autre partie aussi gestion d'entreprise plus business, et c'est aussi l'équilibre des deux qui, j'ai l'impression, fait que ça fonctionne après pour les entrepreneurs et les apprentis. Tout à fait. C'est vrai que on a, je pense, plusieurs spécificités sur la filière de l'enseignement en boulangerie. La première spécificité, c'est qu'on est une toute petite école, c'est-à-dire qu'on accueille des groupes de 11 personnes, donc c'est tout petit. Une autre spécificité, c'est le taux d'encadrement. On a un taux d'encadrement tout à fait hors norme en fait par rapport aux autres centres de formation. Et ensuite, ce point qui effectivement est important, toutes nos formations sont structurées sur 2 volets. Il y a un volet métier d'un côté et de l'autre côté, il y a un volet entrepreneurial. Parce qu'on considère aujourd'hui que quelqu'un qui a des compétences de boulangerie, s'il veut être à son compte, en fait, il faut qu'il ait une double casquette, c'est-à-dire une casquette de boulanger et une casquette d'entrepreneur.
Et souvent, la partie entrepreneuriale n'est pas enseignée dans les écoles métiers, parce que la plupart des écoles métiers forment en fait des ouvriers boulangers, mais plombiers, etc. Et finalement, le côté entreprise, qui est un côté un peu tabou en France, parce qu'on parle peu d'entreprises en France, même dans les filières générales. Tu as été au lycée, tu as eu sûrement un enseignement général. Si tu as fait une école de commerce, tu as parlé d'entreprise. Si tu n'as pas fait d'école de commerce, tu n'as jamais entendu parler d'entreprise de ta vie. C'est-à-dire qu'on parle moins d'entreprise dans le cursus général que de sexe, quoi. Donc, c'est un tabou qui est presque supérieur, l'entreprise, à des tas d'autres tabous dans notre société. Et donc, finalement, on accueille, nous, aujourd'hui, à l'école, des gens qui ont des parcours assez brillants, qui ont généralement entre 30 et 50 ans. On a plus de 30% de nos effectifs qui ont bac plus 5 et plus, enfin qui ont plus que bac plus 5. Donc on accueille des gens finalement qui ont fait des études longues généralement, qui ont des métiers sympas. Et la plupart sont totalement ignares finalement de ce qu'est une entreprise, de comment ça fonctionne. Donc ce côté effectivement entrepreneurial, il est fondamental aujourd'hui, pour montrer aux gens déjà que c'est faisable, pour faire tomber un certain nombre de peurs, et aussi pour aller vers quelque chose dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est finalement le plaisir d'entreprendre. Aujourd'hui, créer des entreprises en France, c'est quelque chose d'assez excitant, c'est quelque chose de très politique aussi, parce que on s'investit sur des filières économiques réelles, sur des circuits courts, et on passe du statut de parleur, de rêveur, à un statut d'acteur, quoi. Voilà. Donc, ce passage par l'entreprise, c'est un passage qui est tout à fait excitant, en fait, dans le parcours des stagiaires. Voilà. Yes. Et alors, du coup, ces gens-là, j'imagine, donc comme tu le disais, ils ont des parcours, des profils complètement différents. Quand ils ressortent, j'imagine qu'ils sont métamorphosés, mais est-ce que quand ils arrivent, déjà, ils ont des gros a priori qui tombent ou des prises de conscience où tu sens une évolution peut-être sur des sujets un peu des grandes thématiques, ou est-ce que ils ont une idée de quelque chose qui est déjà très précis et puis finalement, ça se déroule très, très facilement, quoi? Alors, non, dans l'ensemble, les gens arrivent avec des idées pas très précises, justement parce qu'il leur manque tout un panel d'informations, notamment d'informations liées à l'entreprise ou d'informations techniques. Donc, en fait, les gens arrivent avec une grosse motivation, un projet sérieux, mais pas un projet finalisé, c'est pas possible. Et ensuite, effectivement, oui, il y a beaucoup de choses qui tombent, en tout cas qui sont désamorcées en début de formation. On va dire que, pour faire court, la plupart des gens qui arrivent dans ce type d'école et avec le type de parcours, c'est des gens qui ont des métiers aujourd'hui de service, c'est des ingénieurs, des avocats, des graphistes, des designers, et qui finalement sont en perte de sens dans leur travail, qui ont envie de s'investir sur des choses plus concrètes, sur des filières plus courtes aussi. Donc ça, on a quand même des profils relativement communs là-dessus. Mais on a aussi des gens qui ne sont pas forcément dans des choses très concrètes. C'est aussi ce qui les amène à l'école. Et donc, c'est des gens qui sont bercés par la bien-pensance finalement de la société. Donc aujourd'hui, la bien-pensance, quand on s'engage dans un parcours de boulangerie au levain, c'est de penser qu'on va travailler avec des producteurs locaux, avec des variétés anciennes de blé, avec un four à bois. Et en fait, toutes ces idées qui font rêver les gens finalement, qui sont des lignes de force dans la plupart des projets qui arrivent à l'école, on va s'apercevoir que quand on va travailler de manière concrète, il y a beaucoup de contraintes qui rendent ces idées compliquées, parfois à mettre en œuvre, parfois impossibles à mettre en œuvre, et que finalement, les gens vont, au contact du réel, s'apercevoir que les idées qu'ils ont dans la tête sont pas forcément leurs idées, ce sont des idées qui sont véhiculées par la société à un moment donné, parce que la société, elle respire, elle a une respiration générale et on est tous finalement dans ce bain-là, mais que, en vrai, pour les gens qui vont être dans l'action, cette espèce de respiration de la société, elle est pas forcément très réelle en réalité. Donc, on a des gens qui arrivent avec des idées de four à bois et qui s'aperçoivent que c'est contraignant, que c'est difficile, que ça va finalement leur compliquer la vie et que, en tant qu'artisan boulanger, on a déjà des vies assez compliquées et qui vont faire d'autres types de choix. Pareil sur l'idée de tout variété ancienne ou de tout local. Et évidemment, c'est un point de mire parce que ça nous intéresse tous, en fait, d'un point de vue théorique. On aspire à ce genre de choses, mais la réalité fait que on a parfois des compromis dans lesquels on va travailler avec pas que des paysans meuniers, etc., etc. Donc ça, c'est un point qui m'intéresse particulièrement parce que au-delà de l'aspect de la boulange, il y a dans un parcours de reconversion
forcément une éducation qui se fait un peu sur le tard pour des adultes, puisque là, on accompagne des adultes qui ont entre 30 et 50 ans. Et c'est très intéressant de voir comment les gens prennent des éléments et finalement font un parcours, ont un parcours intellectuel qui est une forme d'éducation sur le tard, voilà, qui est assez personnel. Nous, on n'a pas de message particulier à transmettre en fait à l'école. Nous, on transmet des informations techniques, on transmet des caisses à outils, mais c'est toujours intéressant de voir comment les gens se saisissent de ça pour finalement aller vers des choses plus nuancées généralement. C'est-à-dire que leur réflexion est plus nuancée à la fin qu'au début. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et c'est un peu une des constantes de l'entreprise. Je trouve qu'un entrepreneur qui est obligé d'être quelqu'un de terrain et de quelqu'un de pragmatique, généralement va nuancer son propos. Le contact avec l'entreprise va nuancer son approche du monde, quoi. Voilà. Et ça, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup dans l'entreprise aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que les gens, ils arrivent aussi avec leur utopie, leur idéal, et puis on est confronté à sur la partie production, les fournisseurs, c'est pas exactement comme on voudrait, puis on se rend compte que, comment dire, on se confronte à une certaine rigidité du monde, quoi. Donc il faut faire face aussi aux contraintes. Donc je pense que ça doit être assez formateur pour les apprentis. Et moi, j'avais une question, c'est de savoir un petit peu, dans le détail, en fait, le programme, comment c'est organisé et comment s'organiser, qu'est-ce qu'on apprend concrètement pendant cette période. Oui, alors je reviens juste sur le point que tu soulevais avant. Donc, c'est une formation qui est assez courte, c'est une formation qui dure 16 semaines. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui interroge. On dit comment on peut devenir à la fois entrepreneur et boulanger en 16 semaines. C'est quelque chose qui m'interroge toujours aussi, d'ailleurs. Hein, je partage l'interrogation. En fait, on voit que ça marche. C'est-à-dire qu'en gros, on voit qu'on a 80% des effectifs qui s'installent. Et depuis que l'école existe, donc depuis 15 ans, on a 2% de défaillance, un petit peu moins. C'est-à-dire, c'est très peu, c'est très peu. C'est très peu, et c'est des gens qui ne se sont pas investis sur de la filière pour laquelle ils ont été formés. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont repris des boulangeries conventionnelles, donc des boulangeries de village conventionnelles, et donc qui n'ont pas réussi à les transformer finalement. Mais c'est pas des gens qui sont investis sur le pain, le vin. Donc pour revenir au fait que c'est court, oui c'est court, mais ça fonctionne. Donc je réponds maintenant à ta question. Donc on a une pédagogie qui est une pédagogie très immersive. Si je prenais une image, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens à nager en les jetant dans l'eau et en faisant juste attention à ce qu'ils se noient pas, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Et après, l'autre point qui fait que je pense la méthode est efficace, c'est que on essaye d'allier la tête et les mains. C'est-à-dire qu'on commence toujours par comprendre avant de faire. Donc, on a toujours des cours théoriques avant d'avoir des cours pratiques. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre à profit l'intelligence finalement des gens, l'intelligence de la tête et l'intelligence des mains, quoi. C'est-à-dire que les gens vont faire, même s'ils font pas très bien avec leurs mains, c'est en faisant qu'ils vont apprendre. Mais par contre, ils ont compris une partie du process avant de mettre les mains dans la pâte. Et cette espèce d'aller-retour permanent finalement entre l'intellect et la partie pratique donne quelque chose d'assez efficace. Et on a aussi une alternance entre des périodes à l'école, qui sont des périodes plus pédagogiques, de production, mais dans un cadre pédagogique, et des périodes d'immersion en entreprise, donc de stage en entreprise. Donc, le stagiaire, il alterne toute la formation entre l'école pendant plusieurs semaines, des stages en entreprise pendant plusieurs semaines, etc., etc. Et donc, le contact avec l'entreprise réelle va lui permettre aussi de faire des choix entrepreneuriaux. Donc, voilà, c'est un cocktail qui est extrêmement minuté parce qu'on sait que dès la première minute où la personne rentre en formation, en fait, on a un temps court qui doit être absolument optimisé. Donc, c'est une formation qui est dense. Chaque heure compte en fait en formation. Donc, on a un programme qui est assez précis et qui permet voilà d'accompagner le stagiaire sur un tronc commun en boulange, puis de l'immersion en entreprise, puis de la personnalisation de projet, puis etc., etc. Donc, globalement, pendant la formation, quand les gens sont en présentiel, ils ont une journée de théorie par semaine et 4 jours de pratique. Donc, ça reste une formation qui est quand même très pratique. Mais ils ont un support, je vais pas dire 24 heures sur 24 parce que je dors quelques heures aussi, mais ils ont un support email, on va dire 16 à 18 heures par jour s'ils ont besoin, sur leur projet, sur leur tableur financier, etc. Donc, ils sont finalement dans une énergie de travail de la première heure à la dernière heure de la formation, quoi. Donc, ça permet d'avancer. Et c'est vrai que j'imagine qu'il doit y avoir une belle effervescence parce que chacun arrive avec son profil et est motivé. Ouais. Puis il doit y avoir, j'imagine, une sorte d'entraide. Il doit y avoir
ouais, ça doit être vraiment comme des classes, quoi. Il y a l'entrée, la sortie, et il doit y avoir une belle effervescence, quoi. C'est ça. Donc, c'est vrai que le travail qui est attendu par chacun, je vais pas dire qu'il est impossible à faire seul, mais il est beaucoup plus facile à réaliser en groupe. En fait, il y a une dynamique de groupe. Il y a des compétences aussi dans les groupes parce qu'il y a des informaticiens, parce qu'il y a des graphistes, parce qu'il y a des gens qui communiquent. Et il y a pas mal d'aide en fait dans le groupe. Il y a une émulation qui est importante et qui se voit aussi très largement après la formation. C'est-à-dire que le réseau des anciens de l'école est un réseau qui est assez dynamique, qui est très sympathique en fait, et qui est très solidaire. On a des histoires magnifiques dans le réseau de gens qui ont eu des difficultés au démarrage. On met un simple message dans le réseau et il y a des centaines de réponses, des gens qui se déplacent, des gens qui viennent filer un coup de main de l'autre bout de la France. En fait, on a des choses assez incroyables qui se passent dans ce réseau-là. C'est une famille assez soudée finalement de gens qui passent par un parcours de reconversion, qui partagent un peu les mêmes joies et les mêmes peines aussi, les mêmes difficultés en tout cas dans les phases de démarrage. Et donc il y a un réseau très solidaire en fait aujourd'hui. C'est une des grandes forces de l'école d'ailleurs. Il y a combien de personnes estimées, tu dirais, qui sont passées par l'école et qui sont en activité aujourd'hui Alors aujourd'hui, on a à peu près 130 entreprises qui sont ouvertes. On en a à peu près 90 en cours de gestation, puisque les stagiaires mettent entre 12 et 18 mois en gros à s'installer. Ok. Parce que sortie de formation, il y a quand même une recherche de locaux qui prend du temps, une recherche de financement, etc. Donc on a 130 entreprises ouvertes et puis voilà, on a à peu près 60 à 90 projets qui sont sortis d'école et qui sont un peu dans les starting blocks, quoi. Voilà. Yes. J'imagine que ça va être en majorité en France, j'imagine, non? On a à peu près 20% des projets qui sont à l'étranger. Ok. Voilà. Donc soit des étrangers qui viennent se former en France pour monter de la boulangerie chez eux, soit des Français qui s'expatrient finalement avec des projets à l'international. Voilà. Yes. Et alors du coup, je reviens sur parce qu'on y fait du pain, c'est du pain avec une approche particulière sur le pain au levain, sur l'approche plus naturelle. Est-ce que tu peux en parler en détail? Parce que c'est vrai que moi, c'est pas un univers que je connais bien, donc tu en parleras certainement beaucoup mieux que moi. Ouais, bien sûr. Alors, disons que l'univers du pain français, puisqu'il y a du pain dans à peu près toutes les sociétés du monde, mais l'univers du pain français, donc depuis une dizaine de milliers d'années, on fait du pain et à la fin du 19e siècle, tous les pains sont fabriqués avec du levain. Donc le levain, c'est un morceau de pâte qu'on garde d'une fournée sur l'autre et qui permet d'ensemencer les fournées d'après. Une des spécificités du levain, c'est de contenir à la fois des bactéries et des levures, ce qui va faire des fermentations relativement complexes, des fermentations qui génèrent un petit peu d'acidité. Et on sait aujourd'hui, parce qu'il y a des milliers d'études là-dessus, que finalement, cette fermentation qui est à la fois bactérienne et avec des levures donne des choses très intéressantes diététiquement. Une meilleure assimilation des minéraux, une meilleure conservation du pain. On a des pains qui se gardent près d'une semaine, des index glycémiques plus bas, etc. Donc aujourd'hui, finalement, on sait que le virage qui a été opéré au début du XXe siècle avec l'avènement de la levure de boulanger, qui a transformé complètement le paysage de la boulangerie au XXe siècle, puisque le levain, donc tout ce qui était fermentation naturelle, a régressé au point de quasiment disparaître après la Seconde Guerre finalement, au profit de fermentation purement à la levure. Donc, dans les baguettes françaises aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'acidité, et donc on n'a pas ce bienfait du travail bactérien. Donc, il y a eu vraiment un changement de paysage complet au XXe siècle, avec une quasi-disparition finalement du travail au levain. Bon, il y a eu quelques huluberlus qui ont maintenu ce travail ancestral finalement à droite à gauche. On a des gens comme Poilane qui étaient un peu des visionnaires à l'époque, qui ont remis sur le devant de la scène le travail au levain. Mais ça fait sérieusement qu'une vingtaine d'années finalement qu'on voit ce travail émerger en France, un peu à l'international aussi, avec finalement le retour sur le devant de la scène du pain au levain, et aujourd'hui documenté par des milliers d'études qui disent qu'effectivement diététiquement il n'y a pas photo, c'est quelque chose de plus intéressant, quoi. Alors gustativement, diététiquement, enfin à plein de niveaux. Et ce pain au levain, finalement, il est toujours pas enseigné en tant que tel dans la filière française.
Donc, c'est quelque chose d'assez étonnant finalement. On va trouver dans les écoles classiques de boulangerie en France une petite spécialisation autour du levain, un truc qui va durer 3 jours, un truc qui va durer 4 jours, mais c'est pas un enseignement de base, quoi. Voilà. C'est un module très court et c'est anecdotique presque. C'est pas du tout au programme d'un CAP, par exemple. Quelqu'un qui fait un CAP de boulangerie, il verra jamais passer un levain dans son cursus, ce qui est quand même assez étonnant. Donc voilà, donc nous, on est spécialisé sur ce type de produit. Alors pour le coup, on est une école de niche aussi, c'est-à-dire que on forme pas les gens à produire de la baguette et du croissant, c'est pas du tout notre spécialité. On forme des gens finalement à travailler sur des marchés de niche qui sont des marchés de pain au levain, de filières biologiques, etc. Mais c'est un marché de niche qui est en croissance, qui aujourd'hui représente, on va dire, un peu plus de 5% probablement du marché de la boulangerie française, avec une forte croissance. Voilà. Ok, donc ça reste quelque chose de effectivement minoritaire, mais qui va grandissant, qui se développe pas mal. Ok. Et super. Alors moi, je voulais revenir sur ce volet plus entrepreneurial, comme on parlait tout à l'heure. Et alors, tu pourras partager aussi ton expérience de cette aventure, comment elle se vit avec ses hauts et ses bas, son évolution, et puis toi, de ton œil on va dire, de formateur, d'observateur, de voir comment tu vois la chose, c'est-à-dire quelles sont on va dire, les bonnes approches, les bons réflexes, et aussi les pièges potentiels qu'il peut y avoir dans cet univers-là, quoi. C'est un vaste sujet. Ouais. C'est un vaste sujet. Disons que l'entreprise, c'est à la fois donc ce que les gens connaissent de l'entreprise, c'est-à-dire un véhicule qui permet de développer des activités, mais c'est presque une manière de vivre en fait l'entreprise pour l'entrepreneur, parce que il n'y a pas vraiment de limite pour le chef d'entreprise dans son investissement de travail. On n'a pas la déconnexion qu'a un salarié dans son poste de travail, dire qu'on est tout le temps bercé finalement par cette entreprise. Après l'entreprise, il y a le volet que connaissent les gens, c'est-à-dire, en général, c'est-à-dire le volet économique de l'entreprise. Donc une entreprise, c'est une compagnie qui va vendre des biens ou des services, qui va gagner de l'argent avec ça, enfin qui va essayer en tout cas. Mais c'est aussi une entreprise. C'est aussi quelque chose de social, c'est-à-dire qu'une entreprise, ça crée des emplois, ça fédère des gens autour d'un projet, ça nourrit des gens, ça apporte du service à des gens. Donc en fait, une entreprise, c'est un organisme finalement assez complexe qui est à la fois un organisme économique, social, politique, parce qu'en fait, une entreprise, elle a aussi des responsabilités fortes dans la société. Elle est consommatrice ou pas de carbone, elle est génératrice ou pas d'emplois plutôt corrects ou plutôt pas corrects. Enfin, l'entreprise finalement, elle peut faire des tas de choix qui vont l'engager politiquement, philosophiquement, économiquement, etc. Donc une entreprise, c'est finalement tout ça. Et donc quand les gens découvrent finalement ce qu'est une entreprise, ils découvrent un monde à la fois extrêmement complexe, parfois un peu effrayant, parce que c'est justement assez complexe et que donc on ne sait pas toujours par quel bout attraper l'entreprise, mais aussi quelque chose de passionnant. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la boulangerie. Je dirais que ça fait plutôt une vingtaine d'années que je suis un entrepreneur en fait, et que je découvre chaque jour des portes insoupçonnées dans mon métier d'entrepreneur, parce que je peux passer du monde de la production de pain au monde de la formation, au monde de l'édition, au monde du consulting. Finalement, c'est sans fin. En fait, une entreprise va permettre à quelqu'un de travailler en grande liberté finalement dans un monde très ouvert. Et c'est quelque chose que j'aime bien aborder finalement un peu dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise est souvent classée du côté libéral du monde, c'est-à-dire que les entrepreneurs sont souvent des libéraux. J'aime bien rappeler aussi que dans libéral, il y a le mot liberté, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette soif de liberté à travers l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a une notion lié à ce besoin libertaire finalement dans l'entreprise. C'est quelque chose qui, en tout cas moi, m'anime dans l'accompagnement que je fais auprès des gens de l'école. C'est-à-dire qu'on accompagne des projets à l'école pour donner l'idée qui sont extrêmement différents les uns des autres. On peut accompagner des auto-entrepreneurs
qui vont monter des projets pour quelques dizaines de milliers d'euros, qui vont se créer un emploi à leur échelle et qui vont vivre, on va dire, une activité très petite à l'échelle économique, mais par contre qui vont s'éclater là-dedans parce que c'est ça qu'ils cherchent. Et puis on a des gens qui vont monter des très grosses structures. On a des stagiaires qui ont monté des structures sur lesquelles il doit y avoir une centaine de salariés à Hong Kong. En fait, on peut accompagner des gens extrêmement différents et des projets extrêmement différents. C'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe finalement, c'est que les gens puissent exprimer et trouver une forme de liberté et de bien-être finalement, parce que c'est ce qu'ils recherchent à travers leur projet. Si on arrive à ça, je considère que l'école a fait son job et l'école se positionne pas tellement sur un terrain qui serait extrêmement balisé. On veut des entreprises comme ci ou on veut des entreprises comme ça. Tous les gens ont un point commun, ils travaillent au levain, ils travaillent quasiment tous en bio. Après, la nature de l'entreprise que les gens veulent monter, finalement, ça les regarde. Et ça fait partie de cette liberté. Et c'est ce qui m'intéresse aussi à terme sur le paysage de la boulangerie, c'est d'arriver à créer des aspérités. Bon, moi, je suis pas très vieux, j'ai 45 ans, mais je me rappelle, gamin, aller dans une boulangerie ou dans une autre pour chercher tel pain ou tel pain. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable diversité dans le paysage de la boulangerie dans les années 80. Ensuite, ça a été très uniformisé sous l'emprise un peu des meuniers qui ont eu la main mise un peu techniquement sur les boulangers en bout de chaîne. Et finalement, dans les années 90, 2000, etc., le paysage de la boulange est extrêmement uniforme. On a à peu près les mêmes baguettes partout, on a à peu près les mêmes croissants partout. Ils sont pas mauvais, mais ils viennent tous de chez Bridor et plus personne fabrique ces croissants. Et ce côté-là, très uniforme, je dis pas que c'est une mauvaise uniformité parce que les produits sont pas mal, mais c'est assez ennuyeux finalement quoi, de trouver les mêmes produits partout. Et à travers l'école et à travers cet accompagnement plus personnalisé, je trouve que, ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent créer des projets personnels et qui fassent pas tous les mêmes pains et pas tous les mêmes entreprises, parce que ça veut dire qu'en bout de chaîne, le consommateur va aussi retrouver la joie d'aller goûter un produit ou un autre avec une manière de faire ou une autre. Et finalement, je crois en tant que client, parce qu'on est tous à la fois des clients, on a beaucoup de plaisir à retrouver de l'identité chez nos producteurs, que ce soit un maraîcher, un producteur de fromage ou un boulanger. Cette identité, elle, aujourd'hui, on en est friand, quoi. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, quoi. Voilà. Merci pour ce partage d'expérience et ce témoignage. C'est vrai que je pense qu'on entreprend aussi, on se reconvertit pour la partie reconnaissance, hein, être actif dans quelque chose qui nous plaît et qui fasse sens, et puis aussi ce désir de liberté, comme tu disais, de pouvoir comment dire, modeler son travail sur son art de vivre et vice-versa, et puis apprendre aussi, parce que l'aventure entrepreneuriale, elle se vit tous les jours. Et comme tu dis, c'est très vaste, ça touche à plein de sujets, et c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est stressant, c'est ça qui amène des questionnements, des doutes. Et comme tu le dis aussi aujourd'hui, je pense qu'on a passé cette phase de toute industrialisation, de tout industrialiser, tout standardiser, qu'on a envie de regoûter à des choses qui soient spécifiques, atypiques, qui plaisent ou qui plaisent pas, mais au moins ramener une variété en fait dans ce qu'on peut goûter et manger, notamment dans l'univers de la boulange. Et juste pour compléter, pardon. Donc c'est vrai que donc l'entreprise, c'est toute cette dimension-là, et c'est aussi une dimension extrêmement terre à terre. Et ça, c'est pas mal parce que ça évite justement toutes les théories, on va dire, qui digressent sur le monde en permanence. En fait, l'entreprise, elle digresse pas, elle agit. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, on peut pas être dans le fantasme permanent. C'est-à-dire qu'on a des rêves, on a des buts qui nous tirent. C'est-à-dire qu'il y a toujours un rêve qui nous met en marche. Mais au final, on a toujours quand même les pieds sur terre obligatoirement, parce que finalement, il faut quand même produire, il faut vendre, il faut équilibrer des comptes. Et donc, on a toujours cet aller-retour entre la poésie du métier, certes, mais le côté extrêmement concret. Et ça, c'est un point aussi qui, à mon avis, est extrêmement important et qui est formateur dans l'entreprise, qui est ce besoin impérieux finalement d'être terre à terre et pragmatique tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre de vue dans nos métiers, quoi. Voilà.
Et ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est que bah, en fait, on s'insère dans une réalité, notamment économique, sociale, mais aussi économique. Faut que ça fonctionne. Bien Et sûr. l'intérêt aussi, quand on est à très petite ou à petite échelle, c'est qu'on peut être très agile, tester des choses, continuer ou arrêter, partir sur autre chose. Et c'est ça qui est plaisant aussi, quoi. Alors, en boulangerie, un peu moins que certains freelances parce que la boulangerie nécessite en fait des investissements assez lourds, de locaux, de matériel, etc. Et donc ça, c'est une de nos responsabilités, notamment à l'école, c'est que quand quelqu'un s'engage dans un projet, donc en fin de formation, les gens ont un business plan qui est finalisé, qui est mature, qui est recentré dans une économie réelle. Et en fait, c'est quand même fondamental que les gens se trompent pas d'histoire parce qu'ils vont investir des dizaines ou des centaines de milliers d'euros et ils sont engagés dans un parcours qui va durer plusieurs années. Et au final, bien sûr, il y a une certaine agilité sur la gamme de produits, sur les canaux de distribution, etc. Mais quand même, il faut que le gros de l'ingénierie, il ait été fait correctement Ouais. parce qu'on ne pourra pas remodeler l'entreprise en permanence. En fait, on a des coûts d'investissement qui sont assez lourds en démarrage de projet, d'où la nécessité assez impérieuse d'avoir ce volet ingénierie entrepreneuriale au sein de la formation, quoi. Voilà. Ok, non mais tu as raison de le spécifier parce que c'est vrai que moi dans mon domaine où je suis plus créatif, c'est effectivement agile mais peut-être plus et que effectivement comme tu le rappelles, bah il y a vraiment une approche sur la durée quand même due à l'investissement et à tout ce que ça engendre. Donc tu as raison de spécifier ce point-là. Bah écoute, on arrive vers la fin. Je sais pas si tu souhaiterais partager un conseil ou donner un petit témoignage pour ceux qui bah, peut-être s'interrogent sur ce domaine-là, peut-être seraient intéressés pour se lancer dans l'aventure. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, je pourrais leur dire que c'est génial, c'est-à-dire que se lancer dans la vie d'entrepreneur, quel que soit le domaine, c'est génial. Après, la boulange, euh, elle a pas mal d'atouts finalement sur la filière française parce que ça reste un artisanat qui est particulièrement viable dans la mesure où les Français continuent de manger du pain. Même si on en mange moins qu'il y a un siècle, on continue de manger du pain, c'est une habitude de consommation en fait qui est régulière. Donc c'est un avantage par rapport à quelqu'un qui voudrait se lancer, par exemple, en artisanat dans, je sais pas, la reliure d'ouvrages anciens. C'est probablement un très beau métier, mais avec beaucoup moins de débouchés que sur le pain. Donc, dans le pain, en fait, on est à peu près assuré de trouver des clients en bout de chaîne. Donc, c'est un artisanat qui reste viable. Donc, c'est quelque chose qui est encourageant, notamment par rapport à ce qu'on envisageait tout à l'heure, qui est le côté très pratique. Si à un moment donné, je m'engage dans ce métier-là et que j'ai besoin de faire vivre moi, ma famille, enfin, voilà, j'ai besoin d'être assuré qu'en bout de chaîne, finalement, je vais vendre du pain. Donc, la boulange est un chouette milieu pour s'engager là-dedans. Après, bon, moi, il y a un côté passion autour du pain, mais voilà. Et puis, oui, encourager les gens à aller vers l'entreprise. Je trouve que c'est un moyen d'action politique qui est particulièrement efficace parce qu'on arrive à changer, bon, sa propre vie, d'une part, et souvent, en fait, un petit peu le cercle proche. On va commencer à faire bouger certaines idées. Et puis, notre initiative peut être inspirante aussi pour d'autres, etc. Et finalement, créer une entreprise, c'est une action locale, mais qui est une action forte, qui est une action durable. Et je trouve que c'est un super moyen finalement de mettre les mains dans le cambouis un peu pour changer le monde, quoi. Parce qu'on parle beaucoup de changer le monde dans nos sociétés. Et finalement, ben, un bulletin de vote tous les 5 ans, ça suffit peut-être pas en fait. C'est-à-dire qu'on a peut-être moyen de changer le monde avec des choses beaucoup plus concrètes. Après, le pendant de ça, c'est que ça demande beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'une entreprise demande beaucoup de travail. Je rappellerai quelques chiffres peut-être de l'Observatoire Amarok, qui est un observatoire qui travaille sur les chefs d'entreprise, qui est un ils font des études assez passionnantes. Les chefs d'entreprise travaillent en moyenne 51 heures, je crois, par semaine en France. Ce qui veut dire que les jeunes chefs d'entreprise travaillent plus que ça, parce que les vieux chefs d'entreprise, des fois, travaillent moins. Mais donc, ça veut dire que 51 heures, c'est une petite moyenne, en fait, pour nous. Les chefs d'entreprise dorment peu, les chefs d'entreprise ne mangent pas tous les repas. Donc, la réalité de l'entreprise, c'est ça. Mais pour autant, et l'Observatoire à Maroc le montre aussi, on meurt pas plus tôt que les autres. C'est-à-dire que finalement, on travaille beaucoup, on dort pas beaucoup, tout ça, mais on a quand même des choses
qui nous maintiennent en vie et qui nous excitent et qui font qu'aussi on a la pêche, c'est parce que on fait des choses super intéressantes, quoi. Et donc, oui, j'aurais tendance à donner ce témoignage-là aux gens, c'est-à-dire, non, c'est pas un parcours de bisounours, mais oui, c'est absolument génial finalement de se lancer en entreprise. C'est des aventures qui sont uniques et extrêmement structurantes en fait pour des gens dans nos sociétés actuelles, quoi, voilà. Yes, génial. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas. Pour moi, écoute, on a bien fait le tour du sujet. Donc, où est-ce qu'on peut te suivre ou voir l'actu de l'école si on a envie d'en savoir plus? Alors, l'actu de l'école, vous pouvez la trouver sur le site de l'école, donc eidb.fr, donc comme École internationale de boulangerie.fr. On a un fil Instagram aussi du même nom, sur lequel là on poste plus les actualités au niveau production. On a un site internet où on a nos bouquins en ligne, donc qui s'appelle Bread Édition. Donc là, on a un bouquin qui vient de sortir ces jours-ci, spécialisé sur la viennoiserie au levain, qui est édité en 3 langues, en français, en anglais et en espagnol. Après, on a un Facebook aussi. Et puis après, voilà, dans différents médias autour de la boulange, on a des articles qui sortent de temps en temps. Voilà. Yes, super. Bah écoute, merci beaucoup Thomas pour ton retour d'expérience. C'était hyper enrichissant de découvrir cet univers. Et puis, je vais te souhaiter une bonne continuation. Eh ben, merci à toi, Anthony, et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est tout pour ce podcast avec Thomas. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment en sa compagnie. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site école internationale de boulangerie.fr. Vous aurez plus d'infos sur l'école et la formation. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette interview, me dire si ça vous a plu ou pas, ça me permettra de m'améliorer. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai écrit une newsletter dans laquelle je partage toute l'actu du projet The Good Change, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça se passe sur thegoodchange.fr. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!